À Rome, Sean Shinhua et son oncle Juan rencontrent des problèmes avec leur restaurant à cause d'un patron de la mafia qui veut leur propriété. Lorsque Sean refuse de vendre, le chef de la mafia envoie des gangsters pour effrayer les clients. Faisant appel à un oncle de Hong Kong, la personne que Sean, déçu, rencontre à l'aéroport est un artiste martial qui semble maladroit et déplacé. Dans cette ville étrangère. Peu de temps après, des voyous apparaissent au restaurant et chassent les clients, pendant que Tan est dans les toilettes. Irrité par le mauvais timing de Tan, le personnel remet en question ses compétences et l'utilité de son style. Plus tard, les gangsters reviennent harceler plus de clients, mais cette fois Tan bat à lui seul les voyous, bien que Juan les avertisse que les gangsters chercheront désormais à se venger, et que cette victoire pourrait aggraver la situation. Je n'ai pas été très impressionné par The Way of the Dragon, initialement appelé The Return of the Dragon au niveau international, parce qu'il est sorti après Enter the Dragon en dehors de l'Asie, quand je l'ai vu pour la première fois, bien que cela puisse être dû en grande partie au fait que la vidéo britannique a perdu environ 6 minutes de son action d'arts martiaux. En tout cas, alors que je reste probablement plus souvent sur Enter the Dragon à des fins de divertissement, The Way of the Dragon, un film qui a inspiré Raw 12, Rumble in the Bronx, et bien d'autres, a grandi dans mon estimation avec des visionnages successifs, et je pense maintenant que c'est peut-être le meilleur travail de Bruce Lee même s'il manque de quelque chose près de l'éclat d'une production hollywoodienne. Ce sont certainement ses idées les plus personnelles et même philosophiques, les idées peu orthodoxes de Lee au moins, pour le moment sur les arts martiaux étant présentées avec force et clarté. En tant que film, c'est indéniablement un peu étrange, étant fondamentalement une comédie un poisson hors de l'eau pendant une grande partie du premier tiers et Lee n'a pas peur de voir son personnage apparaître comme loufoque, tandis que le dispositif consistant à remplacer l'anglais par l'italien prend un certain temps. Si habitué, bien que fidèle à sa forme, le film devient de plus en plus sombre au fur et à mesure qu'il avance, et celui-ci ne veut même pas que vous applaudissiez à la fin, adoptant plutôt un ton de poignant contenu. Bien sûr, les combats sont fabuleux, de nombreux téléspectateurs modernes peuvent les trouver un peu lents et simplistes, mais c'est parce qu'ils mettent l'accent sur des compétences pures et mortelles sans déconner. Lee était destiné à jouer le rôle principal, dans Slaughter in San Francisco de l'OAI, qui a été réalisé sans lui, mais n'a finalement été publié qu'en 1981, mais il voulait être filmé par le scénariste baroblique réalisateur de The Big Boss et Christophe Fury avec qui il s'était constamment disputé, et de faire plus de son propre truc, diriger, écrire, coproduire et chorégraphier son prochain film, qui s'appelait à l'origine Enter the Dragon, jusqu'à ce que Lee décide de conserver le nom de son film américain. Il voulait que je le joue Colt, mais il s'était brouillé alors Lee a recruté à la place son partenaire d'entraînement fréquent Chuck Norrie, ainsi que les étudiants Bob Wall et Han Intik. Lee était toujours mis au défi et un gars s'est vanté dans un journal italien que Lee, qui était en fait fatigué de tous ces combats, qui ne duraient généralement qu'une seconde ou deux, avait peur de lui. Lee l'a grièvement blessé en une seconde, puis a payé pour qu'il soit guéri au Japon. Il s'agissait du premier film de Hong Kong tourné en partie en Occident, même si la plupart des acteurs et de l'équipe n'avaient pas de passeport ni de visa de travail, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient travailler à Rome que pendant 3 semaines maximum, tandis que le tournage autour du Colisée était interdit. Ainsi les quelques scènes qui ont été tournées ont été rapidement tournées à l'insu des autorités. Celui-ci eut encore plus de succès, mais il devint le plus mutilé des films de Lee. La version américaine, réduite de 4 minutes, a supprimé une partie des premiers éléments de bande dessinée, la plupart des éléments décrits dans le paragraphe suivant, tandis que la version britannique a supprimé des éléments de chaque combat, perdant 4 minutes, qui est devenu 6, lorsque la vidéo a également perdu les images du non-chucu. Lee avait l'intention de le refaire à San Francisco pour le marché américain. Après les meilleurs titres de n'importe quel film de Lee, un dragon d'or et des rameurs de bois ramant dans une mer bleue, avec des lignes blanches à la manière d'une vieille peinture chinoise, nous ouvrons par un gros plan du visage de notre héros, qui est assez long, jusqu'à ce que la caméra se retire, pour révéler qu'il attend quelqu'un à l'aéroport de Rome, et que certaines personnes le fixent. Sans raison apparente, sauf pour nous donner une idée de ce que Tan, un gars des bidonvilles de Hong Kong, doit ressentir dans cette ville animée. Les scènes suivantes sont plutôt drôles, et font se demander si Lee aurait opté encore plus pour la comédie dans les films ultérieurs, au détriment des arts martiaux, s'il avait dépassé 33 ans. Tan essaie de dire à un enfant qu'il a faim mais lui fait peur. Oh, commande la mauvaise nourriture dans un restaurant, et est accidentellement ramassé par une prostituée.
Il s'excuse même auprès d'un méchant pour l'avoir croisé en sortant des toilettes du restaurant, et il ne sait même pas comment fonctionnent les toilettes modernes, sans se rendre compte de ce qui vient de se passer ailleurs. La naïveté de son personnage est peut-être exagérée, mais il joue si bien ce truc de poisson hors de l'eau. Comme pour les précédents personnages de Lee, Tan n'est certainement pas parfait. Il a un esprit étroit et même légèrement narcissique, et a peu de respect pour l'histoire ni les espaces ouverts. Notre bidonville est plein de ces épaves, dit-il à Chan en regardant des ruines romaines, et, en se retrouvant dans un parc. Un si grand endroit est un déchet. À Hong Kong, je construirais un gratte-ciel et percevrais les loyers. Chan pense d'abord qu'il n'est qu'un rustre de la campagne, mais il tombe ensuite clairement amoureux de ce gars. Son demi-sourire pendant le premier combat de Tan est adorable, mais il est soit trop ignorant, soit trop distant pour répondre. Il faut environ une demi-heure avant que Chan entre en action, et on nous donne deux cas où nous pensons que nous allons voir quelque chose, mais ne le faisons pas. Les combats initiaux ont plus de touches comiques qu'auparavant, ces voyous n'ont même pas beaucoup de la menace des Yob dans Zombie Boss, et se comportent souvent de manière stupide. L'un d'eux prend même un non-chuku, et se frappe au visage avec bien que le double de Lee. La scène du non-chuku est toujours aussi étonnante à regarder. On le voit aussi faire beaucoup plus d'échauffement. Le ton devient progressivement plus sérieux à mesure que les enjeux augmentent, et que les méchants font venir des combattants de l'étranger pour détruire Chan, plus une intrigue vraiment surprenante impliquant un personnage que je considérais comme inutile mais ajoute vraiment un élément de futilité aux choses qui sont conformes aux deux films précédents. Peut-être faut-il parfois céder, peut-être que le méchant secret a raison. Après que Chan ait vaincu ou tué ses adversaires, nous avons un rare exemple d'un doublage anglais plus significatif que la langue d'origine, au moins comme sous-titré. Les sous-titres de la version cantonaise lisent la dernière ligne de dialogue comme: dans ce monde d'armes à feu et de couteaux, Tan l'un est respecté partout où il va, ce qui est bien, mais je préfère de loin le dub anglais de la ligne qui est: dans ce monde d'armes et de couteaux, où que Tan l'un puisse aller, il voyagera toujours seul. Ce dernier renforce le sentiment de tristesse à la fin du film sans en faire trop. Lee aimait souvent se montrer en train d'essuyer le sol avec ses adversaires, et les bagarres de Lee, avec les étudiants Hang-sik et Bob Wall, sont peut-être un peu à sens unique, dans la mesure où Chan ne semble jamais en danger. Mais le duel du Colisée, avec Chuck Norris parfois entrecoupé de plans des chats locaux, reste un combat à étudier. Cela semble être une déception pour certains, Cole n'ayant le dessus que dans le premier tiers, et il n'y a rien de tape à l'œil, c'est toute la brutalité d'un seul esprit, où vous ressentez chaque coup de pied et coup de poing. Lee insiste sur l'importance de la patience. Après que Tan ait commencé à rebondir sur ses pieds, il adopte une attitude largement défensive, puis use Chuck en esquivant ses attaques, et en lui donnant des coups de pied dans le bas des jambes, et présente peut-être l'idée la plus importante de son Jeet Kune Do martial art, pour ne pas rester coincé dans un style de combat, bien que lorsque Lee parle de l'importance de s'adapter, il fait probablement autant référence à la vie en général. Et il est intéressant de noter que le personnage de Lee traite ici son adversaire avec respect. Il réussit finalement à accent grave étourdir son bras droit et sa jambe gauche, mais il continue à venir, et Tan doit à regret le tuer. Puis il couvre son corps avec sa chemise, met sa ceinture noire sur lui, dit une prière silencieuse, et se rend plus tard sur sa tombe dans le cimetière enfin. Je suppose que c'est la sienne, cela pourrait être l'un des serveurs tués. La construction de style occidental, jusqu'au combat est presque aussi mémorable, alors que Tan cherche son adversaire dans tout le Colisée, tandis que la voix déformée d'Akin le nargue. Soit dit en passant, le personnage d'Akin est un stéréotype gay aussi grossier que l'on puisse trouver, même s'il est si ridiculement exagéré que je ne peux pas le prendre au sérieux. Lee s'en sort plutôt bien, en tant que réalisateur. Il y a une scène de suspense très bien gérée, où un tireur d'élite vise Tan et Chan, tandis que les sons des pétards à proximité deviennent plus forts et effrayants. Lee a été le premier réalisateur de Hong Kong à voir les ruches en couleur, afin de pouvoir faire correspondre les séquences de studio et de lieu, et c'est étonnamment bien fait. Il suffit de regarder le plan arrière projeté d'une partie du vrai Colisée pendant le combat final, c'est presque sans couture. Nora Miao est tout simplement merveilleuse dans ce film, car son personnage passe de la déception à l'incrédulité en passant par l'amour non partagé. C'est dommage qu'elle ne soit jamais devenue la grande star qu'elle méritait d'être. Nori reçoit une introduction amusante, où son haine entre dans la caméra. Une déception est la partition de Joseph Koo. Son thème principal est bien, et fonctionne même bien, comme air de comédie, mais rien d'autre n'est mémorable, et il recourt même parfois à des extraits de la partition d'Ennio Morricone de On Suppose, à Team in the West, bien que ce genre de choses était commun dans les films de Hong Kong de l'époque. Dans l'ensemble,
Cependant, c'est vraiment assez triste de regarder ce film, car il montre tellement de signes de ce que Lee aurait pu faire, les graines de floraison plus diverses, et plus diverses de son talent.